Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de m'accompagner sur une visite de jardin. On va visiter le jardin du Guet qui se trouve dans les Deux-Sèvres. Je suis accompagnée d'une copine d'architecte paysagiste, pas Eve-Marie que vous connaissez, mais Sophie. Je vais vous montrer ce très beau jardin que j'ai visité il y a au moins 10 ans. Voilà, qui a été créé par deux passionnés. Alors le jardin se situe sur la vallée du Thouet. Du côté de Loumois, il y a plein d'autres choses à faire tout autour. Parthenay qui est une très jolie ville et tout ça à voir. Plein de beaux monuments. Alors dans un premier temps, on va faire un petit tour rapide du jardin, regarder différentes choses intéressantes. Et puis je vous présenterai Bernard Merlet, le propriétaire du jardin. Et on va parler de choses qui, j'en suis sûre, vont vous plaire. Oh là, il y a une cabane de bambou. Une cabane de bambou là. Ouh. J'arrive même pas à faire le tour avec ma main. Regardez-moi comme ce philostachys noir est magnifique, j'adore. Et regardez celui-là. Regardez-moi ce motif. Il est trop beau. Et on voit qu'ils ont paillé toutes les bases d'arbres, ce qui empêche le développement d'indésirables. Voilà, regarde les pieds bien au frais. Les arbres ont été broutés à la base. T'as vu? Regarde. Ça c'est un Pyrrhus salicifolia pendula. Alors, je l'adore. C'est un arbre qui est caduc, qui va perdre son feuillage, mais il a ce côté pleureur qui est naturel. Il se taille très bien. Vous pouvez avoir une forme très tenue. Et puis ce gris, je le trouve très beau. Là, on a un Parossia qui prendra de magnifiques couleurs à l'automne. J'aurai l'occasion de vous en reparler parce qu'on en a un bébé à la maison. Enfin, un bébé, je m'entends. Un jeune par rapport à ce sujet-là qui est énorme. Oh, regardez-moi ces massifs, on ira les voir tout à l'heure. Ça a l'air trop beau. Regardez, je suis en bonne compagnie. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le propriétaire de ce magnifique jardin qui est le jardin du Guet. Tout à fait. Alors, ça fait 10 ans que je suis venue ici. Donc, apparemment, ça a beaucoup changé. Ah oui, on change tous les ans. Et donc sur 10 ans, effectivement, ça fait beaucoup de changements dans le parc, des plantations nouvelles, des aménagements nouveaux, des plantes qui ont poussé aussi, parce que Oui. en 10 ans, bien sûr, le Ça a jardin beaucoup, évolue ouais. naturellement. Hein. Voilà. Et puis peut-être des méthodes aussi qui ont évolué sur les 10 Je dernières années. constatais qu'il y avait, vous aviez travaillé plus en gestion différenciée. On va en reparler d'ici quelques minutes, j'espère. Oui. On a ici un cadre qui est particulièrement intéressant, avec la vallée du Thouet, le bord de la rivière, Oui. le relief que l'on peut avoir, l'espace On dont est on dans dispose, une vallée, on est dans un vallon plutôt. Ouais, C'est c'est ça. pas, c'est- Donc un site qui se prête vraiment à la création paysagère, à la création jardinière en fait. Donc on prend plaisir en fait. On a fait ça initialement simplement pour nous, pour disposer d'un espace agréable Il à y a vivre. combien de. C'est quoi la surface de ce jardin? Le parc fait 4 hectares. 4 hectares. Oui. D'accord. 4 c'est hectares énorme. structurés maintenant Oui. en 7 jardins. D'accord. Thématiques, Oui. avec des styles différents, D'accord. ce qui permet de faire un parcours qui soit varié, qui soit intéressant, qui ressuscite l'intérêt à chaque nouveau Oui. style de jardin. De jardin. Quand est-ce que vous avez fait l'acquisition de la propriété? On s'est installé ici en 1996. D'accord. Donc ça fait maintenant presque 30 ans de jardinage. Oui, donc c'est pour ça qu'il y a de beaux sujets maintenant. Donc il y a des sujets qui ont maintenant, oui c'est ça, plus de 25 ans en fait, Ouais. qui ont bien poussé, puisque Oui. bon, le terrain ici est assez fertile, puisqu'on est au bord du Thouet. Il déborde par exemple, Oui. ce qui a été le cas cette année. Il dépose de la matière organique qui est intéressante en termes de développement des végétaux. Oui.
Ah oui, voilà les alluvions, quoi. Voilà. On est sur un site alluvionnaire. C'est bien ça. Avec, ouais, on voit bien hein, sur cette zone-là, c'est très très plat. Donc c'est un sol qui est très riche, je vois là. Un sol qui est riche, les plantes se portent bien, sauf que depuis quelques jours, elles ont un peu souffert de chaleur. Qu'est-ce qui peut-être vous a marqué sur cette évolution? Est-ce qu'il y a eu des grosses phases? J'ai cru comprendre qu'à partir de la retraite, les choses se sont un petit peu accélérées. Et voilà, il y a eu de gros changements à ce moment-là. L'ouverture du jardin au public de manière beaucoup plus régulière. Donc effectivement, en 2008, ça faisait déjà 12 ans que nous étions ici installés et que nous avions déjà commencé à aménager l'espace. En 2008, pour la première fois, on l'a ouvert à l'occasion des rendez-vous jardin, le week-end, vous savez, organisé par le ministère de la Culture, n'est-ce pas? Et donc ça a été effectivement un changement important, puisqu'à partir de cette date-là, on recevait régulièrement, c'était l'échange en fait, hein, avec les visiteurs, et le fait de prendre en compte leurs observations, leurs remarques, leurs questions, etc. Puis l'autre gros changement, l'autre événement important qui a marqué cette histoire, c'est le label Jardin Remarquable. D'accord. Puisque nous avons maintenant le label depuis 10 ans, renouvelé déjà 2 fois, puisque vous savez que le label se renouvelle tous les 5 ans. Donc label attribué par le ministère de la Culture. Alors ce label est attribué par le préfet de région, D'accord. sur avis d'une commission désignée par le préfet, constituée de paysagistes, de professionnels de l'horticulture, de l'architecture, de la botanique, du tourisme, bref, des personnes qui connaissent le sujet et qui visitent le parc et qui le notent sur la base de différents critères qui ont été définis d'ailleurs par un texte gouvernemental en fait, hein, qui définit le cadre d'octroi de ce label. Donc des critères qui tiennent à la communication, qui tiennent au respect de l'environnement, qui tiennent à la richesse botanique, qui tiennent à l'esthétique, qui tiennent à la qualité de l'entretien. Bref, je vous en donne quelques exemples. Hein. Et donc, moyennant cette notation par la commission, le préfet ou la préfète de région prend ensuite sa décision d'octroi ou de refus, parce que ça arrive aussi hein, régulièrement, du label Jardin Remarquable. Combien il y a de visiteurs par an à peu près? Plusieurs milliers de visiteurs chaque année, bien sûr. Quel boulot! Mais c'est un plaisir. Non, c'est pas un boulot, c'est un plaisir d'accueillir les visiteurs, de partager en fait une passion commune. Je voyais là, j'entendais des langues anglaises. Hein. Il y a des Anglais, il y a beaucoup de personnes qui viennent de l'étranger aussi, qui sont en vacances dans Absolument, le coin. Oui. Anglais, oui, beaucoup. Belges. Allemands. Coucou à tous ceux qui me suivent en Belgique, vous êtes nombreux. C'est trop beau, je voyais là tous les papillons, les bourdons qui se régalent. Hop, les petits bourdons. Voilà. Il y a un point d'eau sur une mare au milieu. Voilà. Donc là, ça fait le pourtour de la mare, c'est ça? C'est ça. Ouais. D'accord. Et donc c'est pour ça qu'il y a de la vie, beaucoup de vie hein, autour de Il y a beaucoup d'insectes. C'est un espace qui récupère toutes les eaux de pluie. D'accord. Des toitures, des terrasses, etc. Il n'y a aucune goutte d'eau en fait perdue. Oui. Hein. C'est rassemblé ici et ça nous sert non seulement à créer un milieu qui est propice à la biodiversité, mais c'est aussi une réserve pour nous d'arrosage. Oui. Pour les périodes d'accord. où il faut arroser les plantes. Ouais. Donc voilà, le premier but c'est ça. Cette année, on a eu de la chance parce que je vois le toué qui est juste derrière nous, qui est quand même très vigoureux encore par rapport aux autres années où on a pu avoir des sécheresses. Voilà, là, c'est surprenant de le voir courir. Oui, c'est très bien. Tant mieux pour nos jardins. Mais là, c'est vrai qu'on a eu des coups de chaud là, très récemment et les plantes en pâtissent énormément. Ouais. Donc c'est important d'avoir de la matière pour arroser en fait, hein, de l'eau. C'est vital. C'est pour ça qu'on se constitue des réserves naturelles qu'on fait en captant les eaux de pluie. Hein. Alors bien sûr, cette année, comme vous le disiez, la quantité de pluie qu'on a pu avoir nous a permis de remplir la réserve au moins 10 fois en fait. Hein. Donc il en a fallu des plus grandes pour pouvoir tout stocker. Bon, on fait avec ce qu'on a aussi. Puis vous avez d'autres stockages que des... On en a 4 comme ça. D'accord, 4 mares, d'accord. Et pas de stockage construit, des grosses cuves, des réserves enterrées. Non, ce sont toutes des mares, oui. Avec la végétation et toute la vie qui va autour. C'est ça qui est le plus important. Oui.
on va parler de la gestion différenciée du site. Alors, vous me disiez qu'il y avait, là, on était à 3 stades différents de gestion différenciée. Des zones qui ont été déjà tondues, peut-être, et puis là, ça a été fauché quand? Ça a été fauché il y a une quinzaine de jours. D'accord, Le foin a séché et vient d'être ramassé. oui. Et puis sur cette zone-là, Le foin n'a pas encore été, l'herbe n'a pas encore été coupée. on voit toute la diversité, c'est fantastique. On a de l'aquilée, on a de la mauve, enfin on a beaucoup de choses qui se passent sur cette zone-là, ouais. C'est superbe. Pour amener de la diversité végétale, il a fallu travailler le sol ou Alors, la diversité est venue toute seule au fur et à ce mesure? stade, c'est la nature elle-même, hein. On fait ça depuis maintenant 3 ans. D'accord. Et ce qu'on constate, c'est que au fil des années, la composition évolue, Mhm. hein, puisque maintenant on laisse les fleurs arriver à maturité, de façon à ce que les graines puissent se ressemer oui. sur place, hein. Et c'est comme ça que se crée en fait. Dans un premier temps, c'était une herbe. Au final, c'était de l'herbe. Oui, c'était du gazon comme comme les ça. allées, comme Voilà. ici. Et d'année en année, on a de plus en plus d'espèces différentes. L'herbe elle-même ne reprenant qu'une petite partie simplement de la surface, hein. C'est tout l'intérêt de ce genre d'aménagement, hein, ou de type de gestion du jardin, hein. Et donc à une grande diversité de la flore correspond aussi inévitablement une grande diversité de la faune, hein, puisqu'il y a des insectes qui sont plutôt intéressés par tel ou type de plante, d'autres par une autre espèce. Et donc plus les espèces sont nombreuses, plus les papillons, les butineurs en tout genre, hein, Et les puis libellules, tout ce qui va etc. être petits mammifères aussi, Également. voilà, qu'on ne voit pas. Les lézards. Il y a des ânes, Oui, il y a des arbres, on les entend. c'est pas des baudets. Non. C'est- Ce sont des arbres. Voilà, ils sont, on sait qu'ils sont Ils là. peuvent s'exprimer eux aussi. Et donc voilà, donc c'est vrai, les reptiles, serpents, lézards. Alors est-ce qu'il y a de la salamandre ici? Parce Il y a que... de la salamandre. Oui. Il y a de la salamandre, bien sûr, il y a des tritons, oui. Ah, le triton aussi. Ouais. D'accord. Et oui, avec les points d'eau, hein, bien sûr. À quoi sert la gestion différenciée? Alors, outre le fait que ça permet de maintenir ou de développer la diversité flore et faune, tout le foin qu'on peut récupérer, c'est donc avec cela que l'on paille abondamment le pied des arbres, ce qui permet à la fois de nourrir, puisque le foin va se décomposer, c'est une excellente matière organique, hein, donc nourrir, mais aussi empêcher la pousse des indésirables, garder surtout la fraîcheur au pied des arbres. Donc c'est du bénéfice à tout point de vue, quoi. Enfin, c'est aussi sur le plan esthétique. Bon, je comprends qu'on puisse parfois être surpris, étonné, hein. Sur le plan esthétique, ceci peut paraître pour certains négligé, alors qu'en fait, progressivement, l'œil s'habitue à ce genre de choses. Et là où on avait des espaces vides, simplement de terrain, de crée du pelouse volume, tendue, là on crée du volume, on rend l'espace plus segmenté. On peut cheminer, quoi, en fait, hein, dans des allées, alors qu'avant on avait un large espace devant soi et c'était moins structuré. Donc sur le plan esthétique, je pense que c'est aussi intéressant d'avoir ce genre de gestion. On se rejoint beaucoup, et d'ailleurs quand je fais de l'accompagnement avec certains projets, certains clients, je propose ce type de gestion-là aussi, avec des hôtels insectes. Ça donne aussi l'opportunité d'être très créatif autour de ça, parce qu'on peut une année mettre une allée ici, puis une autre allée la changer finalement. Oui, exactement. Donc ça crée du mouvement dans le jardin, et je trouve ça très très intéressant. Pourquoi étager finalement les coupes? Parce qu'on on a vu qu'il y avait donc on a vu 2 étapes de coupe, il y en a 2 l'un à côté de l'autre, il y en a un troisième là-bas, d'accord, on ira voir. Qui a déjà repoussé là-bas. Ah oui, d'accord, cette Ça, zone-là. qui repousse depuis, ça a été tondu il y a plus d'1 mois. D'accord. Et donc là, l'objectif, j'imagine, c'est bien évidemment chaque stade de coupe va stimuler une activité au niveau des insectes, au niveau de la faune différente en fait. Il ne va pas y avoir la même faune sur cette zone-là que sur celle-ci et que sur celle qui est là-bas.
Tout à fait. Donc ça c'est l'intérêt en fait de faire les choses. De diversifier. C'est de la progressivement. diversification Dans le temps. ouais, pousser au maximum. Voilà. Après, il y a une raison aussi tout simplement pratique. Oui, C'est qu'on n'est pas capable Physiquement. de tout faire le même jour. faut tout faire. Donc Voilà. ça nous permet aussi d'étaler en fait dans le temps le travail. La charge de travail. Correspondant. Très bien, super. Oui, c'est tout à fait logique. Je comprends, parce qu'avec 4 hectares à gérer, Ça fait du foin à rouler. ça fait des grosses quantités de matériaux à travailler. Voilà. Alors j'avais une question, on va se déplacer. J'aimerais qu'on aille du côté des bambous, parce que c'est vrai que la gestion des bambous, c'est complexe. J'aimerais voir comment est-ce que vous contrôlez en fait l'espace bambou. On peut y aller? D'accord. Allez. C'est peut-être la première réponse qu'il faut faire à la question comment maîtriser en fait le bambou. Mhm. La première chose, c'est est-ce que j'ai de l'espace ou est-ce que au contraire je suis à l'étroit. Si j'ai de l'espace, je peux me permettre d'avoir des bambous qui sont relativement envahissants. Oui. Hein, ils vont me garnir cet espace rapidement, ils vont me créer un bosquet de belle envergure. Et donc c'est tout à fait intéressant d'avoir des bambous qui galopent. Les bambous traçants, Les bambous traçants. parce qu'il y a les bambous cespiteux. Les bambous cespiteux à l'opposé Mm. sont des bambous qui restent sagement à l'emplacement qu'on leur a déterminé. Mhm. Hein. Ils vont former simplement Un une groupe, petite un petit- touffe, oui, une touffe, voilà, un mètre carré par exemple, hein, voire moins éventuellement. Hein. Et avec cela, vous n'irez jamais plus loin en fait. Hein. Bon, donc il y a tous les intermédiaires entre les bambous qui galopent beaucoup et les bambous cespiteux qui ne galopent pas du tout, hein, avec des bambous qui galopent un petit peu plus, etc. Il y a énormément d'espèces de bambous, en hauteur, en largeur. Donc il y a un choix pour tous les cas de figure. Première question à bien se poser, c'est de quel espace je dispose et donc quelle espèce de bambou convient pour ce type d'espace-là, pour cette Donc, surface. Là, il y a beaucoup de diversité. On a vu qu'on avait de très très grands bambous. Alors j'étais forcément attirée par celui-ci. Alors c'est lequel celui-là? Donc c'est un Philostachys. C'est un Philostachys vivax qui a de très grosses tiges, hein, comme vous pouvez le voir, hein, cette année. Hein, Oui, ça, des tiges de cette année. Oui. voilà, hein, qui ont poussé, là on est au mois de juillet. Hein, Oui. ces tiges-là n'existaient pas au mois d'avril. Et oui, ils deviennent de plus en plus grands, de plus en plus gros. Non, excusez-moi. Ah Je vais non? vous contredire. Ah, très bien. Ouais, La bambou tige. quand il sort à son diamètre définitif. Alors ça, je suis d'accord. Ce que je voulais dire, c'est qu'au fur et à mesure des années, Voilà. la pousse devient de plus en plus grosse. Bien ça. Et c'est vrai qu'au début, le jeune plant juste établi va faire des cannes relativement minces, fines. Alors ouais, il y a toujours des exceptions, hein. Mais plus la plante va être établie, plus les pousses vont être imposantes. Voilà. Et celle-ci est particulièrement imposante. Ça fait combien d'années que vous avez ce plan-là? Donc, celui-ci, il a maintenant une vingtaine d'années. On voit une plante qui est très vigoureuse. Comment ça se fait qu'il n'y en a pas partout? Qu'on voit pas. Est-ce qu'il y a une barrière racinaire? Alors, il y a plusieurs solutions pour maîtriser le développement du bambou quand il trace. Hein. C'est de poser une barrière racinaire, un stop bambou, ce qu'on appelle un stop bambou, hein, c'est-à-dire dans une tranchée de 60-70 cm de profondeur, on met un plastique très dur, très puissant, hein, qui bloque les rhizomes de bambou. Et donc là, vous en avez fait l'expérience dans votre jardin du Ici, stop on n'en bambou? met pas, parce que, pour des raisons esthétiques, le stop bambou, pour qu'il soit efficace, doit déborder au-dessus du sol de 10-15 cm. Donc ce qui fait un morceau de plastique, en fait, hein, qui déborde du sol, qui ne serait pas très esthétique. Alors, pourquoi? Parce que les rhizomes de bambou sont très superficiels. Donc, si la barrière ne remonte pas suffisamment en hauteur, eh bien, le rhizome va passer au-dessus. Exactement, c'est ça. On n'en met pas chez moi. Ici. D'accord. Une autre technique consiste à faire un fossé autour. Hein. C'est-à-dire qu'au lieu d'une barrière, en fait, hein, dans ce fossé, on supprime systématiquement tous les rhizomes qui viendraient s'y développer, hein, ce qui permet de cerner en fait, hein, l'espace affecté à la touffe de bambou. Ce n'est pas le cas ici non plus. Une troisième technique consiste à couper systématiquement toutes les jeunes pousses de bambou.
Oui. qui apparaissent à l'extérieur. Et ça, c'est ce que vous faites. C'est à faire, pour que ça marche bien, c'est à faire systématiquement dès qu'elles sortent, quand elles sont encore très jeunes et très tendres. Car très vite prennent de la hauteur de plus en plus dure et de plus en plus difficile à éliminer. Et on se fait progressivement gagner. Donc ici, c'est ce qu'on utilise comme technique, c'est-à-dire Tondeuse. La tondeuse, notamment le robot qui passe tous les jours. D'accord, il y a un robot. D'accord. Et donc dès qu'il y a une petite pousse qui affleure, Oui. elle est systématiquement Rabotée. rabotée. Une troisième technique, quand on a le matériel, une quatrième technique, pardon, quand on a le matériel, et c'est probablement ce qu'on va faire sur certaines touffes, c'est de labourer autour. Un passage de charrue pour couper D'accord. avec un petit tracteur, une charrue, pour couper tous les rhizomes tout autour de la touffe, et donc le cerner en fait. Je n'ai jamais entendu parler de ces techniques de labour. C'est une technique, si vous me permettez, c'est une technique qui est notamment utilisée à la bambouseraie de Mata. De Mata. Mata, donc en Charente. D'accord. Si vous allez voir cette bambouseraie, qui est intéressante parce qu'il y a pas mal d'espèces de bambous qui sont assez spécialisés dans ce sujet, c'est sa technique en fait pour limiter les bambous. D'accord. Parce que oui, on se dit, si on coupe le rhizome, alors il faut le faire, j'imagine, très régulièrement. Tous les ans. Tous les ans. Systématiquement. Au printemps, Quand ils sont encore tendres. D'accord, parce que c'est vrai qu'on se dit, bon, il y a un rhizome qui s'échappe et on crée une nouvelle touffe à côté. Dans ce cas, il faut l'extraire. Voilà, c'est ça. À la mini-pelle ou À à la la pioche. mini-pelle. Voilà. Oui, c'est du gros boulot, c'est beaucoup de boulot. Il ne faut pas se laisser déborder. Le bambou, ça se gère, faut l'avoir à l'œil. Voilà, donc si vous n'êtes pas trop dans votre jardin, que vous voulez vous cacher, le bambou, ce n'est pas la solution. Ou bien choisissez les espèces. Voilà, c'est-à-dire que, encore une fois, le Fargesia, qui est un bambou cespiteux, là, ça irait. Tout à fait. La mienne n'est pas encore en fleurs, ma sauge. La sauge des marais. Oui, l'hysope. Oui. Et puis, c'est les Arundodonax, les grandes graminées. Non, ce sont des miscanthus. Ah, c'est le Miscanthus. Ouais, giganteus. Ah, le Miscanthus giganteus. Une plante très intéressante à plusieurs titres. Oui. Elle est maintenant utilisée en agriculture par des agriculteurs qui en font la culture sur de grandes surfaces. Parce que en termes de production énergétique, pour les chaudières par exemple, Oui. pour le chauffage, les maisons, elle est très très intéressante. Elle produit aussi une matière organique volumineuse, ça c'est la pousse de l'année. C'est ça qu'on utilise pour les paillages? Et on l'utilise justement. C'est un excellent Un paillage. excellent paillage, on le coupe quand il est sec. Oui. Printemps, en fin d'hiver. Oui. On le broie et c'est avec ça qu'on fait du paillage. C'est un des meilleurs paillages. Enfin, moi, les Exactement. personnes avec qui je travaille Miscanthus. Considèrent que le Miscanthus est un des C'est très, meilleurs très bon. paillages. Excellent. Puis troisièmement, ça peut servir d'écran en fait, d'écran ou de fond de tableau, dans une conception paysagère, un peu comme vous le voyez ici. C'est vraiment, ça se tient bien. C'est une plante qui se tient très très bien, qui crée vraiment de la hauteur. Alors par contre, c'est pas une plante qui est persistante. C'est une plante qui sèche quand arrive l'hiver, qu'on laisse écran encore en hiver. À la sortie de l'hiver, par contre, on le coupe au ras du sol pratiquement, et ça repousse très très vite en fait. 2 mois plus tard, on retrouve On le a volume. la hauteur. Raison à l'automne. En plus, donc au-dessus. Oui. Magnifique. Si vous voulez qu'elle soit de cette hauteur-là, Oui. c'est bien d'avoir de l'eau. D'accord. Par contre, c'est une plante qui tolère très bien la sécheresse. Oui. Elle sera simplement un peu plus rachitique, c'est tout, Oui. moins haute que vous l'auriez ici. Mais elle supporte très 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 bien des années de sécheresse. On en a ici dans des zones qu'on n'arrose jamais Ouais. et qui ont supporté la sécheresse d'il y a 2 ans, d'il y a 3 ans, sans aucun problème en fait. Ouais, super. Bon, par contre, encore une fois, elles ne sont pas aussi volumineuses. Il leur faut de l'eau si on les veut à plus de presque, allez, je dirais presque 3 mètres là. Presque 3 mètres. C'est ça. Absolument. Un grand merci à Monsieur Merlet qui repart sur son bolide. On le recroisera un petit peu plus tard pour une dernière question. En attendant, je vous propose qu'on continue à déambuler dans le jardin. Regardez ce massif de graminées, c'est magnifique.
Voilà, il y a plein de choses très intéressantes, de techniques de culture, de plantes intéressantes. On va aussi croiser brièvement Madame Merlet. Oh, un Loya, vous avez vu? Vous avez vu Loya? Voilà. Bon, on est sur la périphérie du jardin potager. Voilà, je vous laisse découvrir tout ça. Qu'est-ce qu'il y avait avant ici? Comme nous l'expliquait Monsieur Marlet en tout début de visite, eh bien, il y a différents types de jardins. Voici le potager que je trouve magnifique, même si Madame Merlet est très critique par rapport à ça parce que elle a beaucoup moins de temps et d'énergie de s'en occuper. Mais je trouve encore très très beau et voilà, il y a plein de choses à faire tout autour. Là, on arrive au pays des elfes. Voilà. Et l'avantage est bien d'habiter dans un vallon, c'est qu'il y a du dénivelé. Donc, différentes expériences. On grappe un petit peu. On va avoir une belle vue en promontoire du jardin et puis on peut aussi accéder à voilà, d'autres jardins. Voilà. Ça, c'est les deux coquins qui ont bramé tout à l'heure. Il y a aussi toute une collection de lierres que je vous invite à regarder et vous pouvez en faire l'acquisition aussi. Il y a une vente, hein, la possibilité d'acheter des plantes. J'ai vu la tondeuse. Oui, Alors, c'est quel type de tondeuse et comment elle fonctionne? c'est le robot. Ou le robot Le tondeuse. robot tondeuse. Eh C'est, bien, est-ce que c'est avec les fils ou c'est c'est un optique? fil enterré Oui, qui lui détermine son espace de travail. d'accord. Et quand elle a besoin d'aller se recharger, elle rejoint sa station de recharge et puis elle repart ensuite une fois D'accord, rechargée. parce qu'il existe différents systèmes et je m'étais dit que c'était peut-être un des systèmes plus récents avec le GPS, oui. Parce que c'est un Le gros GPS est système. un bon système, hein, bien sûr. Oui. Le fil est quand même plus sécurisé. D'accord, donc là, ouais, toutes les zones ici sont délimitées avec un fil enterré. Ouais. D'accord. Ouais. Donc, mais c'est vrai que là, ça a dû en faire des kilomètres. Oui, il y a plusieurs kilomètres, il y a plusieurs bobines de fil. Hein, Et il y a combien de enterrés. robots? Un seul Il robot. n'y en a qu'un seul qui gère tout l'espace. Ouais. Ouais. Oui, parce que là, même au niveau du motif, c'est assez complexe Très finalement. complexe. Ah oui, oui, c'est très Et complexe. il gère, il a l'air de Mais bien il gérer. s'en sort très bien. Là, il est mis au repos là pour l'instant. Il est là, il est juste là. On va le voir voilà. de plus près. Mais il s'en sort très très bien. Ah oui, oui. Non, mais merci. On se verra peut-être tout à l'heure. Hein. Je m'approche de la bête. C'est ça, vous voyez? Ça, c'est du gros volume. Hein. Regardez mes petits pieds à côté. Voilà. Et là, il y a la station. C'est là où il vient se poser. C'est pas une petite station. Donc, vu la complexité de l'aménagement, c'est un bon système. Les palmettes en espalier. Les petits fruitiers. Regardez-moi comme elle est belle. Eh bien, au moins, leurs tomates ne sont pas malades comme les miennes. Regardez-moi ces basiliques. Oh, trop beau. Ça sent bon. Les couleurs entre la roche. Regardez la taille de la roche. La mienne est toute petite à la maison. C'est immense. Alors, est-ce que vous reconnaissez ce légume? Regardez cette fleur à feuilles. Une plante traçante. La poire de terre comme à la maison. Et là, qu'est-ce qui pousse dessous? Ah, des fougères. Pourquoi est-ce qu'elle met de la fougère? Pourquoi y a-t-il des fougères qui cachent les jeunes pieds de salade? On posera la question. J'ai ma réponse pas longtemps après, c'est pour leur faire de l'ombre, tout simplement. Et regardez ces capucines, comme elles sont magnifiques. Ce rouge, waouh!
Ça vous irait un potager comme ça, hein? C'est quand même pas mal, hein? C'est plutôt joli. Il est toujours aussi beau, hein, votre potager. Moi, je le trouve toujours aussi beau. Merci. Très bien. Regardez cette persicaire. J'ai la même à la maison. C'est beau, hein? Elle n'est pas aussi haute la mienne. Elle n'est pas aussi arrosée non plus. Regardez. Voilà, moyen simple et efficace. Regardez les plantes bien dressées hors du passage. Et c'est discret en plus. Et regardez ce que je retrouve. On l'avait vu à Chaumont-sur-Loire dans le potager. Je vous avais demandé si vous la connaissiez. Et merci pour les réponses. Merci. Super. Regardez, elle est là. Elle est toute douce. Oh, j'adore. L'odeur, je vous dis pas, ça sent bon. La vue est pas mal, hein? On va se poser. Alors maintenant, on est derrière la maison, sur le coteau, sec, exposé vraiment au soleil. Et regardez-moi cette collection. Voilà, ce groupe d'agaves. Je trouve ça très joli, c'est très graphique. Un jardin assez moderne. En tous les cas, ça ne demande pas d'eau. Et ce talus-là aussi a été ménagé comme un talus très très sec. Et ça marche plutôt bien. Je l'ai celle-ci. Ce bégonia là. Celui-là, au bout de quelques années, il est vivace. Là, on est devant la maison avec des massifs très très fleuris et je vous emmène dans le jardin d'ombre que j'aime beaucoup. Hortensia, Annabelle, regardez la taille de ces fleurs, elle est magnifique. Et là, on va accéder à un jardin d'ombre. Ça, c'en est un autre. Regardez-moi cette pièce d'eau circulaire. Je trouve que c'est très très joli. J'aime beaucoup les petits arrosoirs, la petite collection d'arrosoirs. C'est un jardin qui est quand même bien établi. Et il y a une très belle pergola juste au-dessus. Regardez-moi les petits poissons! Pour le bonheur des enfants. Magnifique pergola. C'est vraiment... Elle est vraiment belle. Et c'est au star. Regardez-moi cette couleur. Ces verts là, c'est trop beau. J'adore me perdre dans les méandres de toutes ces plantes. Regardez. Hop, des petits sentiers. Regardez-moi toutes ces fleurs, c'est superbe. En tout cas, moi, je me suis régalée. Une jolie sculpture. Ça y est, on a fini la visite du magnifique jardin du Gué. Moi, je vous invite vraiment à y aller. Il y a plein de petits trésors. Et puis, vraiment, échanger avec ces deux passionnés, c'est génial parce que vous allez apprendre énormément de choses. Donc, à très bientôt.